C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ce magnifique plateau des EPVTV à Sévran-Bodot chez le pasteur Constant, où nous allons vous présenter exceptionnellement, et c'est une grande première, l'émission À l'affiche. À l'affiche reçoit aujourd'hui quelqu'un de très connu qui nous vient des États-Unis, candidat à l'élection présidentielle en RDC, haut fonctionnaire international. Il s'agit de Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita. Il est docteur en économie. Bonjour, Monsieur Noël Tchani. Bonjour, Karine. Alors, je vous reçois avec plaisir. C'est la deuxième fois que nous nous retrouvons. L'actualité est en ébullition en République démocratique du Congo. Et vous êtes l'homme indiqué parce que vous êtes dans les sérails politiques congolais pour nous entretenir sur cette actualité. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir qu'est-ce que signifie exactement votre nom. Noël, on sait, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ, mais Tchani et Mwadiamvita, ça veut dire quoi? D'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de m'adresser à vos téléspectateurs. Mon nom, c'est un nom congolais. Un nom congolais qui signifie simplement Noël, c'est parce que je suis né le jour de Noël, le 25 décembre. Et Ka, c'est Kabamba. Tchani, au Kasaï, donc Tchani signifie premier. Et Mwadiamvita signifie guerrier invincible. Donc, généralement, la traduction peut être faite en disant Mwadiamvita, général de corps d'armée. Ouais, surtout que vous êtes le premier. Alors, on va voir vos talents de guerrier tout à l'heure quand vous allez affronter mes questions. Je ne suis pas là pour vous piéger, mais on cherche un peu à comprendre ce qui se passe par rapport au pays. Alors, à chaud, j'aimerais avoir votre réaction de façon succincte, mais très résumée, sur le discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation. J'ai suivi, comme tous les Congolais, ce discours sur l'état de la nation. Pour moi, c'était une surprise. Parce qu'en suivant le président de la République, on a l'impression que tout va bien, qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans notre pays. Mais ce n'est pas la situation que moi je connais de la République démocratique du Congo. Je peux dire qu'il a fait le bilan pratiquement de ces 15 années à la tête donc, du pays. Il a semblé donc dire que le Congo était remis sur orbite, ce qui veut dire qu'on est donc dans la bonne direction. Mais à mon avis, je crois que le Congo fait face à beaucoup de défis tels que l'insécurité généralisée. Chaque jour qui passe, nos compatriotes sont massacrés à Beni, à Butembo, à Kananga, à Nganajika et j'en passe, même à Kinshasa. Donc on peut dire que l'insécurité elle est généralisée en République démocratique du Congo. Sur le plan économique, la situation économique et sociale elle est catastrophique. Les Congolais mangent une fois tous les 2 jours. Il y a plus de 90% de la population qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité ni aux services de télécommunications. Le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant, qui reflète le niveau de vie donc, dans ce pays, est le plus bas du monde. Ce PIB se situe aujourd'hui à 394 $. Et au-delà de ça, je dirais que nous avons été classés en tant que pays tout récemment comme étant le pays le plus pauvre du monde ou l'un des plus pauvres du monde. Ce n'est pas une réputation que nous méritons avoir, surtout au vu de toutes les ressources naturelles dont dispose donc la République démocratique du Congo. Donc, le bilan que le président de la République donc, a fait à l'occasion de cet état de la nation, ce bilan ne semble pas refléter la situation que je connais de mon pays. La situation que vous connaissez mieux parce que vous êtes déjà haut fonctionnaire à la Banque mondiale. Je signale pour ceux qui ne le savent pas que vous êtes docteur en économie, vous avez étudié à l'université de Grenoble, vous avez fini à Paris 5 Dauphine. Paris 9 Dauphine. Paris 9, pardon, Dauphine. Donc vous êtes docteur en économie et à la Banque mondiale depuis combien de temps? Je suis à la Banque mondiale depuis 26 ans maintenant. Et vous habitez donc à Washington. Donc le bilan que vous faisiez, c'est le bilan d'un expert. Alors, l'ancien Premier ministre ou le Premier ministre démissionnaire, Monsieur Matata Mponyo Mapon, comme on l'appelle, il a fait un bilan satisfaisant de son passage à la primature pendant les quelques années où il y a été. Que pensez-vous de ce bilan? Parce que dans sa lettre de démission, il affirme qu'il a stabilisé les paramètres macroéconomiques, notamment il a parlé de l'inflation, il a parlé du taux de croissance, et il dit que les difficultés connues vers la fin sont dues à la conjoncture internationale.
quelle analyse faites-vous du bilan qu'il fait lui-même dans sa lettre de démission? Oui, j'ai suivi de très près ce bilan présenté par le Premier ministre Matata Ponyo. Et encore une fois, nous faisons des lectures différentes de la situation donc, dans notre pays. Pendant qu'il semble être satisfait de ce qu'il a fait comme travail au niveau donc, du gouvernement, personnellement, donc, je trouve que le Congo n'est pas dans une meilleure situation que quand il a pris pouvoir donc, il y a 4 ans. Et surtout, nous ne sommes pas dans une meilleure situation que lorsque le président Kabila a pris pouvoir il y a 15 ans maintenant. Quelle est la situation donc réelle du Congo aujourd'hui? Encore une fois, je répète que le Congolais vit très très mal aujourd'hui. L'insécurité généralisée, ce n'est pas l'environnement donc qui puisse être propice au développement donc du pays. Aujourd'hui, je dirais même que l'insécurité est devenue beaucoup plus prédominante qu'il y a quelques années. Je ne me rappelle pas donc d'une seule semaine qui soit passée tout récemment sans qu'on apprenne qu'il y a 10 Congolais tués à Kinshasa, 15 Congolais tués à Kananga, 20 Congolais tués à Butembo, à Beni et consorts. C'est une situation très très préoccupante et je suis surpris que notre gouvernement ne semble pas pouvoir voir cela donc sous cet angle-là. Au-delà de ça, encore une fois, lorsqu'on est classé comme étant le pays le moins développé de la planète, le pays le plus pauvre du monde, avec toutes les ressources naturelles que nous avons. Quelles sont ces ressources naturelles que nous avons? Le Congo regorge de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. En termes réels, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes capables de mobiliser une richesse égale à peu près au PIB des États-Unis d'Amérique, plus le PIB de l'Europe occidentale combinée. Mais malgré ça, nous trouvons des gens qui meurent de faim dans notre pays. Lorsqu'on dit aujourd'hui que nous avons plus de 90% de gens, c'est-à-dire moins de 10% de la population congolaise a accès à l'eau potable, à l'électricité et aux services de télécommunications, ce n'est pas une situation donc du tout d'un pays qui fonctionne donc normalement. Au-delà de ça, je dirais que l'environnement, par exemple, des affaires, il est nauséabond. Nous sommes classés la plupart du temps pendant ces 4-5 dernières années successivement par Doing Business, qui est le groupe de la Banque mondiale qui prépare donc un rapport pour classer les différents pays donc d'après l'attractivité donc du climat des affaires. Nous sommes classés comme étant l'une des pires destinations des investissements, non pas simplement en Afrique, mais également donc dans le monde. Et le Premier ministre lui-même nous a présenté donc un budget national tout récemment de 4,5 milliards de dollars. Contre les propres chiffres présentés par le même gouvernement il y a 2 ans qui s'élevaient à peu près donc à 9 milliards donc de dollars. Même s'il y a baisse du prix des matières premières sur le marché international, réduire donc le budget de près de 35 à 50% en l'espace donc d'1 an ou de 2 ans, je considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a vu d'ailleurs certains indicateurs qui montrent que les ressources nationales congolaises n'entrent pas dans le budget de l'État. Le président Thabo Mbeki avait fait une mission du panel des experts africains en 2013. À la fin de la mission, il avait conclu que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, mais plutôt dans des poches de privés. Alors, le bilan sévère que vous dressez, à qui la faute? La première responsabilité de ce bilan, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est responsable de pouvoir gérer le pays correctement, de donner l'exemple, de prêcher par l'exemple. Nous savons par exemple, quand on parle de la gouvernance elle est mauvaise. Le président Kabila a dû désigner, il y a 2 ans, M. Luzolo Bambi comme étant le conseiller spécial du président en matière de lutte contre la corruption. Mais depuis qu'il est arrivé à ce poste extrêmement important dans notre pays, nous n'avons pas entendu un seul cas de corruption qui a été donc résolu. Donc, il y a des déclarations qui sont faites avec des effets d'annonce, mais dans la pratique, il n'y a pas de changement. Donc, je mets la responsabilité de cet échec au niveau donc du gouvernement et surtout au sommet de l'État. Ne pensez-vous pas qu'au-delà du gouvernement et au-delà du sommet de l'État, c'est l'échec de toute la classe politique? C'est l'échec de toute la classe politique, mais des institutions congolaises, parce que quand il y a ce genre de choses qui se passent dans un pays, c'est non seulement le gouvernement, mais il y a aussi des institutions qui ont pour mandat, pour mission de pouvoir contrôler le gouvernement. L'Assemblée nationale et le Sénat, nous n'avons pas entendu, par exemple, un seul membre du gouvernement démis de ses fonctions
parce qu'il a été trouvé en flagrant délit sur le plan, par exemple, de la gestion. Donc, cette responsabilité, c'est une responsabilité que le gouvernement doit assumer, que les institutions en charge de pouvoir exercer le contrôle sur le gouvernement doivent assumer. Bon, en ce qui concerne la classe politique, je ne peux pas blâmer l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas responsables donc, de ce que le gouvernement est en train de faire. Ils peuvent crier, mais s'il n'y a pas de réaction au niveau donc, des institutions qui sont supposées prendre la relève, telles que l'Assemblée nationale, telles que le procureur général de la République, telles que le ministère de la Justice, il n'y a rien que l'opposition puisse faire. L'ennui, c'est que l'opposition n'écrit pas comme vous le dites, à moins qu'on puisse vous considérer comme membre de l'opposition. Il y a eu quelques gros dossiers où l'opposition ne s'est pas exprimée. Par exemple, les dossiers BGFI. BGFI, disons, si vous voulez, hein, la banque financière de Kinshasa. Oui, j'ai vu donc qu'il y a certains dossiers qui se sont déroulés en République démocratique du Congo tout récemment et qui demandaient que nous puissions donc donner notre avis, notamment donc ce scandale de ce qu'on appelle aujourd'hui les Lumumba Papers, à travers donc la BGFI Bank, avec la gestion donc des ressources allouées donc à la CENI ou dans les comptes donc de la CENI. Il y a aussi donc le scandale de la gestion de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, donc la BIAC, la BIAC, oui, qui semble être vendue à une banque obscure chinoise que personne ne connaît. Et vous travaillez avec la Chine ces derniers temps et cette banque existe ou pas? Je ne souhaite pas mélanger donc mon travail professionnel avec la situation. Je sais qu'à la Banque mondiale, vous êtes astreint à un certain devoir de réserve. Voilà. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même un scandale que vous avez dénoncé. Et le dernier scandale, c'est celui de l'affaire Dan Gettler, qui a reçu des royalties énormes de certaines sociétés minières. Ça peut aller même jusqu'à 800 millions de dollars que la classe politique n'a pas dénoncé. J'ai vu cela donc dans les journaux, la Libre Belgique, mais également le Wall Street Journal, ce matin, qui a dénoncé, ces deux journaux donc ont dénoncé ce détournement donc de royalties minières qui devaient être dans les caisses de l'État, mais qui ont été transférés apparemment subtilement par la GECAMIN à certaines sociétés appartenant donc à M. Dan Gettler. J'ai émis une déclaration donc là-dessus, appelant les institutions congolaises à pouvoir mener l'enquête. Par institution congolaise, donc j'entends l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces deux institutions ont tout à fait le pouvoir d'interpeller n'importe qui. Elles peuvent interpeller aujourd'hui M. Dan Gettler pour comprendre exactement ce qu'il a fait, mais elles peuvent interpeller aussi, ces institutions peuvent interpeller à M. Yuma, qui est le président du conseil d'administration de la GECAMIN, parce que ces derniers temps, il semble être mentionné pratiquement dans tous les dossiers mafieux en République démocratique du Congo. Le scandale de la BGFI, on mentionne M. Yuma. Aujourd'hui, donc, cette histoire donc, de perte ou de détournement de royalties minières, on semble mentionner encore donc, la GECAMIN. Je pense que c'est tout à fait légitime que les institutions qui ont le pouvoir de contrôle puissent pouvoir interpeller et M. Yuma au nom de la GECAMIN, mais également aussi M. Dan Gettler qui est propriétaire ou bien actionnaire important dans ces sociétés qui semblent avoir bénéficié donc, de détournement donc, de deniers publics. Vous dénoncez cela semble être une voie dans le désert. La classe politique a les regards tournés vers la conquête et l'acquisition du pouvoir. Ben, moi, je dirais qu'il y a peut-être une répartition involontaire donc, des tâches qui s'est dégagée là. La classe politique, ceux qui sont au pays, sont occupés avec les discussions donc, dans le cadre de pouvoir remettre le dialogue sur la table. Alors, moi qui ne suis pas là-bas, qui ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire, j'ai peut-être donc le temps de réfléchir, de mener des réflexions. C'est comme ça que j'ai émis donc ces communiqués successifs sur ces scandales qui semblent pouvoir donc toucher à la vie de notre pays. Alors, vous venez de m'étendre une très belle perche. Parlons du dialogue. Que pensez-vous du dialogue qui a eu lieu à la cité de l'OUA, qui a été facilité par monsieur l'ex-premier ministre togolais Edem Tchokodjo? Vous savez, dès le départ, j'étais favorable à l'idée d'un dialogue en République démocratique du Congo qui permette à tous les Congolais de se retrouver autour d'une table et de discuter une fois pour toutes des défis congolais pour que nous puissions parvenir à une ligne d'action qui va collectivement permettre donc au pays de pouvoir aller de l'avant. Malheureusement, le dialogue qui a été convoqué par le président de la République et qui a eu comme facilitateur M. Eden Kodjo, ce dialogue n'est pas inclusif, dans la mesure où il n'y a qu'une petite portion de l'opposition dirigée par M. Vidal Kamere et une petite portion aussi de la société civile qui se sont joints à la majorité présidentielle et se sont réunis donc au niveau de la cité de l'OIA. J'ai vu l'accord politique
qui a été dégagé de ce dialogue, cet accord n'est pas inclusif dans la mesure où il y a une grande portion de la population, notamment ceux qui se reconnaissent dans le rassemblement des forces démocratiques et sociales acquises au changement. Cette composante importante donc de l'opposition n'a pas été au dialogue. Moi, je voudrais simplement donc attirer l'attention des gens sur le fait que déjà il y a 2 ans, je crois, il y a eu donc les concertations nationales. Oui. À la fin des concertations nationales, il y avait à peu près 600, 700 recommandations, résolutions. Il n'y a qu'une seule résolution qui a été mise en œuvre. C'est la constitution de ce qu'on a appelé le gouvernement d'union nationale, qui n'en était pas un en réalité d'ailleurs. Mais après la constitution donc, du gouvernement d'union nationale, toutes les autres résolutions sont restées lettres mortes dans les tiroirs. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a pas eu tellement la crédibilité qu'il fallait pour mettre en œuvre des résolutions importantes qui pouvaient permettre à notre pays de pouvoir décoller. Alors, dans ces conditions, le dialogue qui a eu lieu à la cité de l'Oya n'est pas différent des concertations nationales qu'on a connues dans le temps. Je voudrais encore une fois de plus faire appel à toute la classe politique, à ceux qui sont dans la majorité, à ceux qui sont dans l'opposition, dans la société civile, de prendre conscience que la République démocratique du Congo est bloquée. Si nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble autour d'une table pour discuter de nos questions et résoudre ces problèmes de façon civilisée, la situation va s'empirer au fur et à mesure que nous nous approchons donc de la date fatidique du 19 décembre 2016, date à laquelle on estime que le dernier mandat du président donc Kabila devra prendre fin. Alors, lorsque vous dites que les Congolais doivent se retrouver autour d'une table, vous pensez à la classe politique congolaise ou vous incorporez dedans Kabila, ses amis et ceux qui l'ont commandité pour être au pouvoir au Congo? Bon, j'ai fait allusion, ça dépend de quand le dialogue a lieu. Si le dialogue a lieu aujourd'hui, avant la fin du dernier mandat du président de la République, il y a encore un président donc en place. C'est tout à fait normal que son camp, qui est le camp de la majorité présidentielle, puisse être représenté par qui ils veulent. S'ils veulent envoyer donc M. Kabila au dialogue, tant mieux, il peut venir discuter donc avec tous les autres compatriotes. Mais si le dialogue a lieu après le 19 décembre, lorsque le mandat du président de la République aura expiré, les choses changent complètement. Il faudra que le dialogue puisse réunir en ce moment-là ceux qui seront concernés par la gestion donc de l'avenir de la République. En ce moment-là, le président Kabila ne fait plus partie de l'équation. Pour bien situer les choses, lorsque vous parlez du dialogue, on vous a vu à Genval en train de participer au conclave qui s'y est tenu. Êtes-vous membre du rassemblement ou pas? Bon, vous savez que je suis dans une situation tout à fait délicate. Je suis un fonctionnaire international et par conséquent, je dois m'abstenir donc d'un certain nombre de prises de position sur le plan politique. Mais je suis allé donc à Genval m'associer avec mes compatriotes qui discutaient de la situation donc du pays. Et on a créé donc le rassemblement. Je suis un membre fondateur, bien sûr, donc du rassemblement. Mais je ne participe pas à la vie active donc, politique du Congo pour des raisons donc, que je viens donc d'expliquer. Pensez-vous qu'une structure telle que les rassemblements peut être efficace lorsque dedans on retrouve des personnes avec des intérêts divergents, dont certains avec des agendas cachés et qui sont en face de quelqu'un qui est très déterminé à rester au pouvoir et animé de mauvaise foi? Bon, le rassemblement, l'avantage de ce groupement est que il a pu réunir ensemble dans une même salle tous ceux qui sont préoccupés par l'avenir de la République démocratique du Congo, qui s'identifient avec l'opposition, qui ne font pas partie donc du pouvoir. On a toujours reproché donc à l'opposition d'être divisée. Et je crois que l'avantage du rassemblement était de mettre tout le monde ensemble et de définir les objectifs communs. Ces objectifs communs sont lesquels? La défense de la Constitution, l'organisation des élections donc dans les délais, et surtout, il était prévu qu'on devait éviter donc le glissement. Et aujourd'hui que nous sommes mis devant un fait accompli, je pense que le rassemblement poursuit toujours les objectifs qu'il s'était assignés donc au départ. À l'intérieur du rassemblement, c'est tout à fait normal, comme dans toute société, dans toute organisation humaine, il peut y avoir déjà avec des ambitions différentes, mais cela n'empêche pas que le regroupement lui-même en tant que tel puisse donc poursuivre les objectifs communs sur lesquels tout le monde se met d'accord. Mais le souci avec les rassemblements, c'est que ça donne l'impression d'être un fourre-tout. Pensez-vous qu'avec un fourre-tout, vous pouvez constituer une machine politique à même d'être capable de faire face aux enjeux actuels
de la République démocratique du Congo? Je ne suis pas d'accord que c'est un fourre-tout. C'est un groupement de ceux qui ne sont pas dans la majorité présidentielle et qui défendent les principes que je venais d'énumérer tout à l'heure. Y compris les opposants de la dernière heure, de la 25e heure. Vous savez, moi j'ai vu par exemple aux États-Unis où je vis, il y a des gens qui ont été des démocrates et qui ont changé Kazakh pour devenir des républicains. Et à la minute qu'ils deviennent donc des républicains et qu'ils adoptent comment ça s'appelle, la plateforme qui est défendue, l'ensemble des valeurs défendues par ce groupement, bon, ils sont des membres effectifs. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui vient donc d'être élu président de la République au nom des républicains, il a été démocrate à un moment donné. Ronald Reagan, qui était président donc au nom des républicains, a été démocrate à un moment donné. Moi, je n'ai pas de problème du tout que quelqu'un qui a été dans le camp de la majorité puisse venir donc dans l'opposition et s'identifier avec les autres tant qu'ils partagent les mêmes principes et ne jouent pas les règles du jeu qui sont déterminées par ce groupement. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et la leçon de Kamere ne vous inspire donc pas? C'est ce qu'on appelle une trahison de Kamere. Je ne souhaiterais pas aller sur des cas des individus comme tels. Kamere était dans la majorité présidentielle, on le savait déjà. Il avait écrit d'ailleurs des livres où il défendait qui était le président Joseph Kabila et pourquoi il avait choisi Kabila. Bon, lui-même, il a dû faire une déclaration qu'il a claqué la porte de la majorité pour aller dans l'opposition. Pour des raisons que lui seul connaît, moi je ne peux pas justifier donc cela. Il a choisi donc de pouvoir retourner autour de la table des discussions ici. Et d'ailleurs, il continue à s'identifier comme étant un membre de l'opposition. Bon, moi je pense que l'avenir donc nous dira beaucoup sur lui, sur les choix qu'il a effectués. Mais pour l'instant, il me semble bien qu'il s'est écarté donc de la ligne que l'opposition radicale, ou bien l'opposition de ceux qui s'identifient avec l'IMT, continue donc à défendre. Quand on regarde la scène politique actuelle et quand on regarde le mode de fonctionnement du rassemblement, on a comme l'impression que c'est un groupe qui tourne en rond, à court d'idées, qui n'a pas une vision assez claire, dont le programme politique se résume à tout sauf Kabila. Vous, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui vit à l'extérieur, qui regarde les choses de loin, mais qui est en même temps à l'intérieur, que pensez-vous que les rassemblements peuvent faire pour être encore un peu plus efficaces? Moi, je ne partage pas le point de vue que le rassemblement est en train de tourner en rond. Et d'ailleurs, depuis qu'il a été constitué, je pense qu'il a permis à tous ceux qui sont en dehors de la majorité présidentielle, ou bien qui sont dans l'opposition, de parler donc d'une seule voix et de faire passer leur point de vue, de faire pression donc sur la majorité pour que leur agenda donc puisse être poussé donc en avant. Il y a eu l'organisation de ces manifestations que l'on a vues. Et parfois, on ne voit pas certains effets, mais je pense que le pouvoir recule parfois quand ils savent que le rassemblement a pris telle ou telle position, ou bien est en position de prendre telle ou telle position. Moi, je pense qu'il y a des progrès qui sont faits. Ces progrès sont lents, ils ne sont peut-être pas visibles donc immédiatement, mais je crois que c'est un groupe qui mérite donc le soutien de tous les Congolais qui veulent donc le changement, et je les encourage donc dans ce sens-là. Alors, après avoir parlé du rassemblement, parlons de vous. Vous vous êtes prononcé officiellement comme étant candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez fait à l'extérieur. Or, on sait que la majorité, bon, on ne nie pas l'apport économique ou je vais dire l'apport démographique ou l'importance démographique de la diaspora, mais vous l'avez fait à l'extérieur. Pensez-vous que ce soit une marque de respect vis-à-vis de l'électeur congolais dont la majorité se trouve au pays, que quelqu'un qui aspire à être un futur dirigeant du pays puisse comme ça annoncer sa candidature de l'extérieur et par un communiqué? On aurait bien souhaité avoir des conditions idéales pour que tous ceux qui veulent se prononcer à l'élection présidentielle ou n'importe quelle autre élection donc dans ce pays puissent le faire sur le territoire congolais. Et moi, j'ai pensé d'ailleurs qu'il était plus opportun pour moi d'aller le faire dans mon village ou bien dans ma ville ou bien à Kinshasa qui est donc la ville de tout le monde. Cependant, les conditions ne l'ont pas permis. Et aujourd'hui, je peux dire que l'espace politique n'est pas encore libéralisé en République démocratique du Congo. On a vu tel ou tel candidat qui a annoncé cela donc à Kinshasa devant le peuple congolais, et quand il prend l'avion pour aller se promener dans son propre village, il est arrêté par les agents de l'ANR qui le remballent à Kinshasa comme un mafra. Alors, dans ces conditions, je pense que les conditions ne sont pas idéales pour le moment pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que avec les organes de médias, le message puisse passer. À la minute que j'ai dû parler donc de cette possibilité de me présenter aux élections présidentielles,
le message est arrivé juste dans les villages congolais. Ça a été repris sur les réseaux sociaux. Ça a été retransmis par certaines télévisions qui ont joué donc la vidéo en question là-bas. Ça a été repris par des médias au niveau international. L'important, c'est que le message puisse passer. J'ai même, en plus donc de cette annonce, j'ai dû publier donc des livres qui donnent ma vision du développement de la RDC, tel que le plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC, dont j'ai un petit résumé livré ici qui résume ces grandes idées. Ces livres sont disponibles donc à la population congolaise, tant dans la diaspora, aussi donc à l'intérieur du pays. Et je voudrais donc souligner une chose. Moi, je ne fais pas tellement de distinction entre les Congolais parce qu'ils sont à l'intérieur du pays ou bien ils sont dans la diaspora. Tant que l'annonce est faite au milieu de mes compatriotes, ceux qui sont dans la diaspora, ils comptent au même titre que ceux qui sont donc à l'intérieur et le message circule donc entre nous. Ne pensez-vous pas avoir mis la charrue devant le bœuf? Parce que là, actuellement, l'objectif, c'est de savoir quand les élections seront organisées, la Constitution sera-t-elle respectée ou pas? Quel est le budget pour les élections? Que fait la CENI? Ça, c'est l'ensemble des questions qui turlupinent le peuple congolais. Vous, lorsque vous annoncez votre candidature, aussi longtemps qu'on ne sait pas encore si les élections auront lieu ou pas, ne pensez-vous pas avoir mis la charrue devant le bœuf? Non, pas du tout. Je voudrais m'expliquer donc là-dessus. C'est que au moment où cette annonce était faite, nous travaillons avec l'idée que les élections allaient avoir lieu dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire que l'élection était supposée avoir lieu au mois de novembre-décembre 2016 pour que le nouveau chef de l'État soit inauguré le 20 décembre 2016. Donc c'était opportun de le faire parce qu'il ne faut pas attendre juste le dernier jour avant de pouvoir donc agir. Et surtout, nous qui avons évolué dans la communauté internationale en dehors du pays, nous avons besoin que le message puisse circuler à l'intérieur du Congo pour que nos compatriotes puissent savoir que nous existons, puissent connaître quelles sont les idées que nous avons, puissent apprendre le contenu donc de notre projet de société. Donc c'était opportun de le faire en ce moment-là. Alors, maintenant, il y a eu des retards qui ne sont pas, qui sont indépendants de notre volonté. Aujourd'hui, nous ne savons même pas quand est-ce que les élections vont avoir lieu. Le calendrier électoral donc n'est pas connu avec précision. Mais cela étant, c'était toujours une bonne idée d'avoir lancé ce message pour que tous ceux qui sont au pays, qui me posent des questions donc continuellement ou qui travaillent avec nos équipes, ou bien ceux qui sont dans la diaspora commencent donc à s'intéresser à savoir qui nous sommes, quelles sont les idées que nous avons, est-ce qu'on peut apporter donc des différences dans la gouvernance donc du pays dans l'avenir ou pas. Alors, le petit souci qu'il y a, on est peut-être, on projette d'être dans un environnement démocratique, mais le petit souci qu'il y a, c'est qu'il y a une pléthore de candidats qu'au final, ça risque d'être contre-productif. Déjà aux États-Unis, il y a John Malala, il y a par exemple Freddy Matungulu, vous êtes là, et la liste n'est pas exhaustive. Ne pensez-vous pas que trop de candidats tuent la candidature? Non, pas du tout. Moi, je crois que dans une société qui se veut démocratique, toutes les personnes qui ont des ambitions de pouvoir tous les talents peuvent s'exprimer, c'est ce que vous voulez dire. S'exprimer. Tout celui qui veut, il doit. C'est pour cela que nous parlons donc des jeux démocratiques. Vous avez vu par exemple au niveau des élections aux États-Unis, quand ça a commencé, le Parti démocrate avait à peu près une dizaine de candidats. Le Parti des républicains avait aussi donc une dizaine de candidats. Il y a un processus donc de sélection naturelle. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord la diaspora n'est pas un parti politique. Qu'il y ait 4-5 personnes donc dans la diaspora. Pourquoi on parle tout le temps de 4 ou 5 candidats dans la diaspora alors qu'au Congo, il y en a aussi donc 7, 8 ou 9. Nous sommes tous la population congolaise. Mais parce que la diaspora est considérée comme une région? Non, nous ne sommes pas, même dans une région. On ne présente pas les candidats par région, on présente les candidats par parti politique, par idée. Est-ce que tel parti, donc les gens qui partagent les mêmes idées, quelle est la meilleure personne qui puisse représenter donc ce groupement-là. Alors, en ce qui concerne donc la diaspora, nous avons des socialistes, des capitalistes, des libéraux, des conservateurs, ainsi de suite. Sur quelle base voulez-vous que ces gens puissent se regrouper? Alors, moi, personnellement, donc, je suggère ceci. Nous devrions exiger de tous les candidats, à l'intérieur du pays, mais également dans la diaspora, des projets de société avec des idées spécifiques. Comment est-ce que ces candidats, en mettant en œuvre leur programme pour le pays, pourraient améliorer la vie de nos compatriotes et atteindre des objectifs qu'ils vont annoncer donc eux-mêmes, qui consistent donc à réaliser le développement économique et social du pays, à sécuriser le pays, à développer le pays. Basé sur ça, si un candidat n'a pas donc de projet de société ou de vision de développement,
À mon avis, il faudrait donc en tenir compte. Mais en ce qui me concerne, je vous ai dit que j'ai le plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. C'est une vision de développement qui s'articule autour de l'idée d'industrialiser, d'accélérer l'industrialisation donc, du pays, de pouvoir bâtir les infrastructures donc, des bases telles que les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, les écoles publiques, les ports nationaux, les ports, les parcs nationaux, les aéroports. Mais au-delà donc de ces infrastructures donc de base, nous devrions aussi mettre en place un environnement propice au secteur privé, développer le secteur financier, c'est-à-dire réformer la banque centrale, réformer le système financier dans le sens d'une plus grande diversification pour qu'on introduise des institutions qui manquent dans notre système financier afin d'offrir donc des produits et des services de qualité qui puissent satisfaire aux besoins des individus, mais également aux besoins donc, de l'État au niveau central, mais également au niveau donc, des provinces. Mais au-delà de cela aussi, nous devons réformer la monnaie nationale. Aujourd'hui, la monnaie nationale congolaise est supposée être le franc congolais parce que l'article 170 de la Constitution dit que le franc congolais est la seule monnaie ayant cours légal sur l'étendue de la République. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Dans la pratique, on trouve que la dollarisation a envahi 95% de l'économie congolaise. Donc nous sommes en violation de notre propre constitution en ce qui concerne donc la gestion de la monnaie. Je pense que nous devons réformer tout ça. Au-delà de ça, nous devons investir dans l'homme congolais. Investir dans l'homme congolais pour qu'il devienne une matière première qui puisse contribuer positivement donc, au développement du pays implique quoi? Implique la réforme du système éducatif, la réforme du système de santé, mais la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, il faut donc juste voir que la population congolaise ne vit pas comme les autres populations donc, du monde. Vous trouvez des gens qui mangent une fois tous les 2 jours. Ces gens-là, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles puissent être aussi productives que quelqu'un qui vient d'Allemagne, de la Belgique, de la France, et ainsi de suite. Là. Nous devons créer donc un environnement pour que nos citoyens puissent mieux vivre aussi au même titre que les autres citoyens du monde. Mais le premier pilier du plan Marshall, sur lequel nous devons mettre un accent particulier, c'est promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit, mais également promouvoir les institutions fortes, des institutions démocratiques fonctionnelles. Aujourd'hui, le peuple congolais vit une insécurité généralisée. On ne peut pas s'attendre à ce que le pays puisse se développer lorsque chaque jour, vous avez peur que quand vous entrez chez vous pour dormir, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller donc vivant ou pas. Vous ne savez pas si c'est un élément de la police ou de l'armée ou les rebelles, ainsi de suite, qui viendra vous faucher donc votre vie. Donc, nous devons faire ces choses-là et je les ai mises dans 8 piliers qui forment donc le plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. Et ce plan Marshall peut être mis en œuvre sur une période de 15 ans. Et si nous le faisons correctement, nous allons pouvoir créer des emplois à travers la politique de construction des grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. Cette politique devra utiliser essentiellement la main-d'œuvre congolaise, mais nous allons aussi industrialiser le pays en transformant localement, en République démocratique du Congo, les matières premières congolaises qui ont toujours été exportées à l'état brut, mais en les transformant en produits semi-finis, mais également en produits finis à l'intérieur du Congo. Et de ce fait, on crée donc des emplois pour les Congolais. Si nous le faisons, nous allons réaliser le plein emploi en créant des emplois pour tout le monde, mais également, au-delà de cela, je pense que nous serons en mesure d'augmenter le PIB par habitant, c'est-à-dire améliorer le social du Congolais, augmenter ce PIB par habitant de 394 $ aujourd'hui, le niveau le plus bas du monde, à au moins 15 000 $ en l'espace de 15 ans. Je sais que c'est faisable parce que moi, personnellement, j'ai été impliqué dans la conception des politiques de développement de certains pays et dans la mise en œuvre de ces politiques de développement. Je vous invite à aller visiter les îles du Cap-Vert, un petit pays sans ressources naturelles, mais qui a réussi à augmenter en l'espace de 20 ans son PIB par habitant de 170 $ à l'époque, donc il y a 20 ans, à 4 500 $ aujourd'hui. C'est faisable. Si le Cap-Vert, sans beaucoup de ressources, a pu le faire, nous pouvons le faire aussi en République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'on écoute, on vous écoute parler du plan Marshall, on s'est dit, comment allez-vous faire pour financer ces plans Marshall? Très bonne question. Nous avons évalué le coût total du plan Marshall que je présente à 800 milliards de $ sur 15 ans. Comment est-ce que nous allons mobiliser ces ressources? Je vous ai dit que le Congo avait beaucoup de ressources naturelles. Par exemple, je vous ai dit que nous avons dans le sous-sol congolais 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de $. Pour mobiliser, et d'ailleurs, la situation actuelle, comme je l'ai dit, le budget de l'État est de 4,5 milliards de $. Pendant que nous avons 4,5 milliards de $,
Nous savons que le président Tambombe, qui est le panel des experts africains, avait estimé que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ça veut dire que ça va dans les poches des privés. C'est détourné. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons la preuve. Vous avez entendu que pour la seule, les royalties minières, on nous informe aujourd'hui à travers Global Witness que il y a des tournements d'à peu près 880 millions de dollars qui iraient dans les poches des entreprises appartenant à M. Dan Kettler, et qui, ces ressources-là devraient aller donc dans les caisses de l'État ou bien à travers l'entreprise publique qui est donc la GECAMIN. Donc, là où nous devons mener donc des efforts, c'est récupérer cet argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État, les mettre dans le budget national pour que nous puissions les utiliser pour financer donc le développement. Maintenant, quand il y a un reliquat qui reste et qui ne viendrait pas de la lutte contre la corruption intérieure, en ce moment-là, nous pourrons nous tourner vers les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais également nous pourrons recourir aux investissements directs étrangers. Je voudrais vous dire que dans mon plan de développement, il y a de gros projets de développement tels que par exemple la construction du barrage Dinga. Nous pouvons réussir la construction du barrage Dinga sans pouvoir mettre la main dans les poches de l'État. Comment? En mettant un bon environnement propice au secteur privé, on peut attirer des investisseurs privés qui vont mettre l'argent pour la construction du barrage Dinga qui coûte, on a estimé le coût à 80 milliards de dollars. Mais si on investit 80 milliards de dollars, nous savons qu'on va vendre l'électricité non pas simplement au Congo, en Afrique, dans les pays du Golfe ou même en Europe occidentale. Les revenus qui viendraient de la vente d'électricité du grand barrage Dinga sont estimés à 15 milliards de dollars par an. Mais réfléchissons, mes chers compatriotes. Vous investissez 80 milliards de dollars, mais vous récoltez 15 milliards de dollars chaque année. Mais c'est un très bon investissement. Donc, on peut amortir l'investissement en question à l'espace aux environs donc de 10 à 15 ans, y inclut les intérêts bien sûr, et on aura construit le barrage, mais sans mettre la main dans les poches de l'État parce que l'argent serait investi par les privés. Donc, pour me résumer, le plan Marshall sera financé par une combinaison des ressources intérieures en combattant la corruption, en améliorant la gouvernance et en changeant le leadership politique du pays. Et la deuxième composante donc du financement viendrait donc des investissements directs étrangers, et en plus de cela, on aurait des financements qui viendraient des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui entretiennent de toutes les façons des relations, des partenariats avec la RDC actuellement. En vous entendre parler, on est comme si on était dans un monde de bisounours. Le Congo est un grand gâteau qui a toujours été envié. Pensez-vous que les grands capitales aux dents longues et tous ces pays voisins qui, d'une certaine mesure, ont profité de la faiblesse du Congo, vont vous laisser dérouler votre beau programme? Oui, ça c'est une très bonne question. Et vous savez, d'abord, moi je pars de l'idée qu'un programme de développement d'un pays doit être développé par les nationaux. Et c'est ce que j'ai fait avec un groupe de compatriotes. Nous avons conçu le plan Marshall, c'est un plan purement et simplement congolais. L'utilisation du mot Marshall, c'est simplement parce que ça veut dire, c'est un terme générique qui veut dire donc un plan de reconstruction, mais beaucoup de gens ont insisté pour qu'on puisse y mettre le cachet congolais. C'est pour ça qu'on appelle cela maintenant le plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. Noël Tchani étant congolais, donc on y a mis un cachet congolais. Maintenant, est-ce que les pays occidentaux ou les pays extérieurs qui ont toujours convoité les richesses donc nationales congolaises pourraient nous laisser mettre en œuvre ce plan? Ma réponse est oui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, non seulement que je vends l'idée du plan auprès de la population congolaise, je l'ai fait à Kinshasa en réunissant donc un certain nombre donc de cadres congolais avec qui j'ai partagé donc des idées pour récolter aussi les réactions, mais je le fais avec les populations congolaises dans la diaspora. J'ai parlé en Belgique, à Bruxelles, à Liège, j'étais venu ici à Paris, j'ai parlé avec quelques individus, j'ai été au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs villes, donc je continue, je vais aller en Afrique du Sud. Le mois prochain, je serai encore donc au Canada. Donc, j'essaye de partager cette idée avec les Congolais pour que nous puissions augmenter l'appropriation du programme, pour que les Congolais comprennent pourquoi nous avons ce plan et ce que nous devons faire pour qu'il puisse réussir. Maintenant, dans ce processus aussi, je parle avec les officiels des gouvernements étrangers en Occident. J'ai été en Belgique donc il y a 2 jours, je suis ici en France, j'ai continué donc le même exercice, je m'en vais le mois prochain donc au Canada, je partirai donc en Afrique du Sud comme je l'ai dit. Donc partout, c'est pour expliquer non seulement aux officiels mais également au secteur privé, pour qu'ils comprennent que par exemple la construction de l'autoroute qui va aller de Boma au Bas-Congo jusqu'à Kisangani, ou bien du bas du Katanga jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine. Cette autoroute va être construite en utilisant la main-d'œuvre congolaise.
Mais nous n'aurons pas que des Congolais qui vont travailler dans ce projet. Il y a de l'expertise que nous n'avons pas. On aura à faire appel donc aux firmes extérieures, américaines, françaises et belges, qui vont nous apporter non seulement l'expertise, mais également ils vont nous apporter aussi donc des ressources humaines, des encadreurs expatriés comme je dis. Donc la mise en œuvre du plan Marshall va profiter non pas simplement au Congo, mais également aux entreprises du secteur privé à l'extérieur, donc aux pays occidentaux que beaucoup de gens pensent nous ont toujours envié donc nos ressources. Donc le plan Marshall ne va pas mettre fin à ce que ces pays peuvent tirer du Congo. Bien au contraire, nous allons donc juste organiser l'environnement pour que l'exploitation de nos ressources naturelles soit faite de façon transparente pour que ça puisse bénéficier et aux Congolais et aussi à la communauté internationale. Donc tout le monde a à gagner de la mise en œuvre de ce plan. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, haut fonctionnaire à la Banque mondiale. Or, dans les pays du Sud, la plupart des pays du Sud, surtout au Congo spécifiquement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'ont pas bonne presse. Les gens se posent toujours la question de savoir quel est ce pays qui a été développé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, parce que les deux institutions représentent les serrages de ceinture, c'est-à-dire des plans d'ajustement structurel, le bras, je veux dire, armé économique de certaines grandes puissances pour subjuguer les pays du Sud. Ne pensez-vous pas que votre passé à la Banque mondiale soit un boulet par rapport à votre candidature à l'élection présidentielle? Non, pas du tout, bien au contraire. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une chose, mes compatriotes, il y a beaucoup de misconceptions, je ne sais pas comment on dit ça en français. Disons des méprises par rapport... Il y a beaucoup des méprises à l'égard donc des politiques de la Banque mondiale. Et je dirais que c'est simplement un manque d'information la plupart du temps. Ça fait 26 ans que je suis à la Banque mondiale. Quand je suis arrivé à la Banque mondiale, on m'a donné donc mon cartable, on m'a donné un certain nombre d'orientations et on m'a dit allez aider les pays en développement à se développer. Et j'avais volontairement opté pour travailler sur les pays d'Afrique parce que j'ai un grand attachement au continent qui m'a mis au monde, qui m'a fait naître, qui m'a fait grandir. Et j'ai travaillé sur plusieurs pays. Et j'ai vu que certains pays, d'après leur niveau d'appropriation des programmes, leur capacité à aligner les meilleurs citoyens donc, de ces pays-là, pour travailler sur certains dossiers, ces pays-là réaliser des meilleurs résultats que des pays qui tournent en cercle. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Je vous ai mentionné tout à l'heure là, le cas de les îles du Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est un petit pays de rien du tout. Pas beaucoup de ressources naturelles. Mais nous avons travaillé, moi, en tant que faisant partie de l'équipe de la Banque mondiale, avec l'équipe gouvernementale à concevoir et à mettre en œuvre une stratégie de développement qui a donné des résultats probants. Aujourd'hui, le Cap-Vert, en l'espace de 20 ans, est passé du groupe des pays à revenus faibles, c'est-à-dire des pays très pauvres, au groupe des pays à revenus intermédiaires, en mettant en œuvre un programme conçu par les Cap-Verdiens avec l'assistance de la communauté internationale et particulièrement de la Banque mondiale. Donc, on ne m'avait pas envoyé au Cap-Vert pour aller détruire le Cap-Vert. On m'a envoyé au Cap-Vert pour les aider et on les a aidés. Ils ont suivi les conseils et ils ont réalisé donc de bons résultats. Je voudrais donner un autre exemple. C'est le Sénégal. Je viens de rencontrer d'ailleurs aujourd'hui un ancien président sénégalais donc ici à Paris et nous avons évalué donc la situation. Ce qu'on a fait ensemble en tant qu'équipe qui venait de la Banque mondiale mais également eux qui représentaient donc le peuple congolais au niveau donc du gouvernement, a pu aider le Sénégal à atteindre un niveau de développement aujourd'hui qui est relativement mieux avancé que la République démocratique du Congo. Donc, moi, je dirais que la première responsabilité dans ce genre de choses-là, pour réussir ou échouer sur la mise en œuvre du programme de développement, la première responsabilité incombe aux autorités du pays. Si au Congo, nous avons l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et nous laissons les Congolais libres de pouvoir donc s'épanouir, se développer, déployer leur expertise au bénéfice du Congo, nous allons réaliser des miracles. Par exemple, regardez ce que le coach Ibeng est en train de faire donc dans le domaine du football. Nous avons des enfants qui ne pouvaient plus jouer les léopards congolais, on n'entendait plus parler. Mais depuis que le coach Ibeng est arrivé, il est en train de mettre en place donc une bonne équipe de gens, des Congolais, qui évoluent tant au Congo qu'à l'extérieur. Et chaque fois qu'ils ont des matchs, ils arrivent donc à réaliser donc des meilleurs résultats. Nous pouvons faire la même chose aussi au niveau de la gestion économique et au niveau du développement donc social du pays. Nous devons être sérieux dans ce que nous devons être rigoureux. Donc je ne blâmerai pas donc les banques extérieures ou bien la communauté internationale. Regardez-nous en face et je pense que mon passage à la Banque mondiale, dans la communauté internationale, m'a permis de développer une expertise que je ne pouvais pas avoir si j'étais simplement resté au Congo. Cette expertise-là aujourd'hui,
je peux l'utiliser au bénéfice de mon pays pour négocier des choses en faveur de mon pays, pour pouvoir donc parler à la communauté internationale avec conviction. Je voudrais vous donner un exemple. Le plan Marshall que je viens donc de présenter, je l'ai présenté en Belgique aux officiels belges, au secteur privé. Je l'ai présenté à Monaco, aux officiels au secteur privé. Ici en France, hier et aujourd'hui, au secteur privé, mais également donc aux officiels français. Partout où je suis passé, tout le monde me dit, voici la vision de développement digne d'éloge, capable de faire la différence dans un pays comme la RDC. Et on me dit d'ailleurs, c'est ce qui a toujours manqué à votre pays. Moi, je voudrais inviter tous nos compatriotes à ce qu'on se mette ensemble, qu'on examine cette vision de développement. S'il faut l'améliorer, qu'on améliore, mais qu'on puisse s'en approprier pour que ça devienne un instrument que nous pourrons déployer pour pouvoir développer le Congo plutôt que de s'attaquer à la Banque mondiale ou à la communauté internationale. Pour diriger le Congo demain, il faut quelqu'un qui a une main de fer, un homme à poigne. Pensez-vous être cet homme à poigne? C'est lui qui saura mettre la population au pas, parce que nous sommes un pays, nous serons peut-être un pays post-conflit, et quelqu'un qui soit capable de leader les forces armées congolaises. Moi, je dirais que pour répondre à cette question, il faut qu'on regarde chacun de nous d'où nous venons, d'où il vient. Et le premier élément, par exemple, pour un candidat à un niveau comme ça, c'est d'avoir vécu, je peux dire, donc d'avoir étudié, d'avoir réalisé donc un certain succès sur le plan de l'école. J'ai étudié tout jusqu'à atteindre donc le niveau du doctorat. C'est important. Maintenant, au niveau de l'expérience, 35 années d'expérience professionnelle dans les banques commerciales et banques d'investissement à New York. Et aussi 26 années à la Banque mondiale. C'est une expérience donc digne d'éloge. Avec tout ça, je suis intègre, je n'ai jamais été corrompu, j'ai la volonté d'aider mon pays, j'ai la volonté de pouvoir aider mon peuple, j'aime mon peuple et j'aime mon pays. Je pense que la combinaison donc de ces facteurs et surtout la capacité de sélectionner donc les meilleures personnes possibles pour faire partie d'une équipe avec une vision claire des objectifs bien précis, nous pouvons réussir. Et d'ailleurs, la réforme de l'armée et de la police, ça faisait partie des discussions que j'ai eues avec certaines personnes de la communauté internationale et je pense que nous pouvons réussir. Mais il faudrait qu'au niveau de l'État, qu'il y ait cette volonté-là pour que la personne qui va pouvoir gérer le pays puisse avoir donc la loyauté à la République démocratique du Congo plutôt qu'avoir une loyauté partagée tantôt entre la RDC et tantôt entre d'autres pays étrangers. Moi, je suis congolais. J'ai grandi au Congo. Le Congo, c'est le seul pays que je connais. Je le défendrai donc jusqu'au bout et je pense que je pourrai réussir à mettre en place une équipe de pointe qui pourra transformer fondamentalement donc notre pays. Et pour clôturer cette émission en 30 secondes, je voudrais que vous vous adressiez à vos futurs électeurs dans la langue de votre choix, de préférence, une langue nationale congolaise pendant 30 minutes. On vous écoute. 30 minutes, si vous m'accordez 30 secondes, pardon. Secondes. Moi, je dirais ceci. Bamama Batata Bandeko, Ban Betu, Bampangi na Beto, Bampangi na Beto. L'année qui va commencer, c'est une année importante, c'est une langue année nationale électorale. Chirimu chirichiyechi, chirimu cha malo abunyi, mbimpa bwa twetu bonsu, tusomba ni ditalelema, tu préparer ma élection donc dans des conditions normales, bwani tusungula mfumwaji tunga udimwa kuikala ou avancer cause wa République démocratique du Congo. So nasengi bino tosangana to agir en tant que peuple moko pour un objectif au République démocratique du Congo so de mboka na biso ekendali boso au lieu que nous puissions tourner en cercle donc continuellement. Je vous remercie. C'était Noël Tchani, haut fonctionnaire à la Banque mondiale, docteur en économie, formé en Afrique, en France, avec une expérience professionnelle solide aux États-Unis, qui vous a entretenu à propos de qui il est, comment il voit la scène politique congolaise, qu'est-ce qu'il peut faire en tant que candidat à l'élection présidentielle, autrement dit son programme. Vous l'avez suivi, c'est à vous de vous faire votre propre jugement. Nous étions en France, dans la banlieue parisienne, à Sévran-Bodot, rue de Coquelicot, chez les pasteurs Constant. C'est le studio EPV TV. Vous avez vu la qualité de l'équipement, la qualité du matériel. Enfin, c'est lui qui nous a fourni la logistique. Nous vous remercions énormément. Suivez-nous sur www.maizo.com ou sur hot243.com. Vous nous avez suivis en direct sur ma page Facebook. C'est Kerwin Maizo.
Merci pour votre fidélité. Ma chaîne YouTube, c'est Kerwin Maïzo. Abonnez-vous-y, c'est gratuit. Merci de nous avoir suivis. Ciao.